Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 7com TV, magazine 7 Sport. On est très honoré aujourd'hui d'accueillir l'un des meilleurs entraîneurs français, même mondial, on va se dire, et on ne va pas s'en cacher, monsieur Olivier Crumbles. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup. Alors pour vous représenter, parce qu'on a toutes les générations qui suivent un petit peu nos magazines, hein, les plus jeunes et les plus anciens comme nous, avec grand plaisir. Donc vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France féminine de handball. On vous a suivi notamment en 2020 pour le championnat d'Europe sur lequel on va revenir. Je vais faire un petit peu quand même tous vos résultats et quels sont les résultats. Vous avez été champion du monde avec l'équipe de France féminine en 2003-2017, champion d'Europe en 2018, vice-champion olympique en 2016, vice-champion du monde 99, 2009, 2011, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2002, 2006, 2016 et vice-champion d'Europe en 2020. Un sacré parcours. Il y a encore assez de place sur les étagères pour mettre tous vos trophées, toutes vos médailles? Ouais, c'est pas rangé vraiment. Hein. Je ne suis pas très sérieux par rapport à tout ça. Donc, il y a un peu de tout, un peu partout. Je ne suis même pas sûr que je serais capable de retrouver les 11 médailles. En tout cas, félicitations. On est très fiers en étant forcément passionnés de handball. Vous avez entraîné depuis très longtemps l'équipe de France. Il y a eu un petit break et moi, j'étais très, très heureux parmi d'autres que vous reveniez aux affaires. Et quel retour aux affaires et quelle grandeur d'arriver à un résultat juste après avec cette petite coupure. Voilà. Vous avez remis tout le monde d'accord quand vous êtes revenu, on est d'accord? Bah, écoutez, depuis que je suis revenu, effectivement, ça se passe très bien, très, très bien même. Il y a vraiment d'excellents résultats. Je pense qu'il y a une bonne complicité avec les joueuses. Alors, vous savez, avec les joueuses, c'est toujours pareil. Hein. Quand ça fonctionne, quand ça marche, la relation est bonne. Et quand le résultat est moins bon, la relation peut se tendre. Mais même à Kumamoto, où on a complètement raté la compétition, même si la relation s'est un peu tendue, je pense que la confiance et le respect n'ont pas été altérés. Donc, c'est quand même ça l'essentiel. Pour un entraîneur, c'est capital pour pouvoir Oui. remobiliser les troupes et repartir. Et on voit bien le résultat sur lequel vous nous avez amené sur 2020. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet euro? Vous avez été finaliste, médaille d'argent. C'est pas passé à grand-chose quand même cette finale, mais en tout cas, la deuxième place. Vous auriez signé tout de suite en début de compétition pour avoir cette médaille d'argent? Ouais, parce que l'essentiel, c'était de repartir vers les sommets, de se rassurer, de faire parler de nous positivement. Et je pense que sur ces objectifs-là, on a parfaitement répondu. On a eu pas mal de matchs retransmis en clair. On a eu la finale sur TF1, un horaire exceptionnel, hein, le dimanche soir, entre 18 et 20 heures. Bon, même si on l'a perdu, ce match, on a fait une belle finale. Tous les retours, tout à fait. Les gens me disent c'était un beau match, je me suis régalé. Donc, il y a quoi être parfaitement heureux sur le résultat. Alors, c'est vrai, on aurait pu gagner. On avait certainement les armes pour gagner, sauf qu'en finale, on tombait sur une grande équipe et qu'on a fait une finale moyenne, notamment dans certains secteurs. Et ça ne pardonne pas face à la qualité des Norvégiennes. On sait qu'il faut qu'on joue notre meilleur handball pour vraiment les faire douter, notamment. Et dans ce match, on n'a pas assez réussi à les faire douter. On les a fait douter quelques minutes quand on est revenu au score. On est même passé devant. Bien sûr. Mais il n'y avait pas ce qu'il faut. On n'a pas poussé assez fort sur cet adversaire pour qu'il doute et qu'on puisse passer sur la fin. C'est dommage, mais bon, ça montre à l'équipe qu'il y a encore du chemin à parcourir pour travailler, on peut gagner des compétitions, on peut gagner la compétition à venir, hein, mais il faudra être bon tout le temps, plus constant, parce que c'est encore par moments un petit peu difficile dans certains secteurs. Après, voilà, on voit qu'il ne manque pas grand-chose, mais c'est là qu'on redit et qu'on répète que le haut niveau est là. Il faut le petit détail complémentaire pour arriver au résultat ultime. On ne peut pas prendre du négatif sur cette finale. On aurait aimé que la France remporte une nouvelle médaille, mais c'est vrai que c'était une très, très belle finale et belle équipe en face, évidemment. Donc, si vous l'avez rappelé dans les interviews précédentes, mais ça ne manquait pas de grand-chose. Ça sera pour la prochaine, on espère. Ouais, c'est la Norvège. Je pense que c'est l'équipe qui était dans la meilleure dynamique pour cette compétition. Pas de blessés, avec une vraiment très très forte envie de repartir vers les sommets. Ils ont un collectif qui est vraiment très complet. Ils ont une jeune arrière qui vient renforcer la base arrière, une jeune gardienne qui progresse.
Et je pense que la victoire de la Norvège est assez logique sur l'ensemble de la compétition. D'accord. Alors du coup, là, vous êtes un peu redescendu, ça souffle un peu moins de pression à l'issue de cette compétition. Comment vous vivez cette période sportivement compliquée avec ce Covid et tout ça? Mais c'est surtout, vous savez, je pense que en tant que professionnel du handball, on travaille C'est déjà une et chance. voilà, on essaye de faire un maximum pour faire face, pour continuer à bosser, à œuvrer pour l'équipe. Je dirais que c'est plus en tant qu'individu et sur le plan personnel que le Covid nous bouscule. Et il bouscule tout le monde. Hein. Il bouscule, j'ai un ami qui a 94 ans, j'entraîne des jeunes et ce que je me rends compte, c'est que ça interroge fortement l'ensemble des personnes sur l'avenir, surtout sur l'avenir, parce que jouer des matchs à huis clos, ça ne pose pas de problème si on a la sensation que eh bien, les choses vont repartir, peut-être différemment, avec peut-être des secteurs qui vont souffrir pendant quelques années, mais c'est la totale inconnue et puis personne ne s'attendait à ce que ça dure à ce point-là. Complètement. On pensait vite repartir et on espérait même retrouver du public rapidement là et on est complètement dans l'incertitude et c'est forcément compliqué. Mais ça doit être aussi compliqué pour vous de préparer l'équipe, les rendez-vous avec tous ces protocoles à mettre en place. Mais comme tout le monde, mais pour vous, ça doit être aussi compliqué en ce moment. Ouais, c'est compliqué, mais on est quand même bien organisé. La Fédération française de handball s'est dotée d'un outil extraordinaire qui est la Maison du handball à Créteil. Oui. Et par exemple, quand on a besoin de travailler sur un stage dans une bulle, de s'enfermer, eh bien, on peut le faire de manière très confortable à la Maison du handball. C'est ce qu'on a fait avant le championnat d'Europe, parce qu'on avait fait le choix de ne pas faire de matchs amicaux. C'était un choix dangereux qui a failli nous coûter cher au début de la compétition, mais c'est un choix assumé. Et on se rend compte que sur la fin Ça a payé. de la compétition, ce n'est pas un problème physique qu'on a rencontré, c'est plus un problème de compétence handballistique. D'accord. Alors, si on revient sur vous, personnellement, on échange sur cette interview. Votre parcours à vous, mon cher Olivier, vous êtes né dans le handball, vous avez démarré, Je pour suis les né plus dans jeunes le d'entre sport, je nous. ne suis pas forcément né dans le handball. D'accord, vous avez commencé, Je suis né dans le sport parce que donnez-nous notre petit parcours. voilà, mes parents étaient professeurs d'éducation physique Hum, et mon père était entraîneur en athlétisme. Donc moi, j'ai D'accord. commencé comme mes frères à l'athlétisme, sauf que quand on a commencé à toucher le ballon, notamment avec mon frère Jean-Paul à l'UCEP, hein, donc c'est vieux, hein, c'est en école primaire, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, on a trouvé l'athlétisme un petit peu fade, les entraînements d'athlètes un peu fade, un peu triste, un peu dur. Un stade, quand il fait beau et qu'il y a beaucoup d'athlètes, fin du printemps, ça peut être très sympa, mais quand il faut s'entraîner en plein hiver, à Une Metz, salle, hein, c'est en mieux. Californie, sur quelque chose de très austère, qui n'est pas ludique, on a préféré, on s'est jeté à fond dans le handball. Et Donc c'est courir vrai avec un ballon, c'était plus sympa, quoi, à l'époque. qu'avec un ballon, c'était plus sympa, avec des partenaires, avec des adversaires, des matchs qu'il faut gagner. C'est surtout l'aventure humaine du sport collectif qui m'a branché. Et après, j'ai joué en première division avec Hum, un club disparu malheureusement aujourd'hui qui s'appelait le SMEC, Oui, avec beaucoup Brest, de donc. Hein. derby contre la SPTT Metz, puisqu'en ce temps-là, il faut quand même savoir qu'il y avait deux clubs, je le dis pour les plus jeunes, hein, Oui, en c'est ce temps-là, ça. il y avait deux clubs en première division de handball masculin, à Metz, la SPTT Metz et le SMEC, et puis surtout, il y avait énormément de grands clubs dans l'Est de la France. Parce que, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, dans la région Grand Est, il n'y a plus d'équipe de première division. Je ne dis pas une bêtise, là. Non, non, c'est de la Pro League. Entre De la Pro Strasbourg, League, avec Sarrebourg, Nancy. Nancy, avec Célestat, avec Sarrebourg. C'est ça. Alors qu'il y a eu des périodes où il y avait deux clubs à Metz, un club à Nancy, au moins un club à Strasbourg, un club à Mulhouse, un club à Dijon. Oui, oui, oui. Donc, on dominait le handball hein, dans l'Est de la France, notamment le handball masculin. Bon, malheureusement, les moyens n'ont pas forcément suivi. Et moi, j'ai quitté le handball que ça plafonnait, que le SMEC n'arrivait pas à aller vers les sommets, que l'SPTT Metz garçon était en train de décliner. Il y avait une équipe de jeunes nanas qui étaient là, qui montaient en première division, qui n'avaient plus d'entraîneur.
je me suis un peu jeté sur cette mission. Et Donc, entraîneur de Metz Handball, équipe féminine, donc, que vous avez pris en main en quelle année donc? En 1986, 86. Oui. ça ne s'appelait pas encore Metz Handball, hein, ça s'appelait l'ASPTT Metz. Très bien. Et oui, j'ai commencé en 86 avec cette équipe. Et on est devenu champion de France pour la première fois en 1989. Très bien. Et ce qui est absolument incroyable et remarquable, c'est que depuis 1989, ce club a fait premier ou deuxième. Oui. Et bien plus souvent premier que deuxième d'ailleurs. Oui, oui, tout à Donc fait. c'est un palmarès incroyable parce qu'il y a une constance Vous suivez fantastique. toujours, comme vous êtes forcément à côté de Metz, vous suivez toujours Ouais, le écoutez, parcours et forcément les joueuses. oui, alors je vous avoue que je ne traverse pas la France tous les week-ends pour aller voir un match de première division, Oui. alors que j'en ai un la plupart du temps à La Metz. saison. Donc effectivement, pour de multiples raisons, je suis souvent au match. Je suis souvent, très souvent au match à Metz. Ouais. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, vous avez parlé que vous avez eu le plaisir de jouer et d'évoluer avec vos frères, hein, Jean-Paul et Pierre, que Madame Kronball, c'est une ancienne internationale également. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais dans le handball, et que votre fils joue en National 1 à Metz Handball également. Oui, exact, exact. Ma femme, qui est issue d'une famille de footballeurs, hein, puisque ma femme s'appelle Zlaka. Oui, oui. Et donc, c'est le mariage d'une famille du handball et d'une famille du football, puisque Corinne, elle, s'est tournée vers le handball avec beaucoup de réussite, en sachant que quand elle avait 17 ou 18 ans, le football féminin n'était pas très développé. Hein. Oui, tout à fait. Ça a bien changé aujourd'hui et tant mieux. Alors, merci pour ce parcours expliqué. Comment se passent les liens avec l'équipe de France? Comment vous suivez les joueuses? Donc, vous allez les voir quand elles viennent évoluer à Metz handball, mais elles sont dans des clubs européens également. Comment est le suivi avec les entraîneurs adjoints? Ben, on a un suivi essentiellement vidéo, hein, parce que se déplacer aux quatre coins de l'Europe, c'est assez compliqué et des fois, ce n'est pas très rentable. Donc, on les regarde jouer, on les voit presque jouer, pas la totalité des matchs, mais presque tous les matchs importants. Donc, c'est un travail aujourd'hui de recherche de vidéos. Alors après, je ne vous cache pas qu'il y a des vidéos qui sont bonnes et d'autres qui sont beaucoup plus pénibles à regarder. Parce que quand c'est une retransmission télé avec 5 ou 6 caméras et un bon réalisateur, le match est vraiment passionnant à regarder. Quand c'est un truc qui est monté avec une caméra sur un Facebook et qu'on récupère ces images-là, c'est un peu plus complexe. Mais on a un travail vidéo et on a un travail suivi. Alors, vous doutez bien qu'on a une plateforme d'échange comme certaines plateformes existent en ce moment. Et on fait aussi des réunions. On a une réunion dans quelques jours, qui est la première réunion depuis le championnat d'Europe. On fait des réunions. On a fait bien sûr des réunions pendant le confinement. Et les filles étaient très satisfaites qu'on puisse échanger ensemble. Donc là, vous faites un Zoom intime avec toutes vos joueuses pour échanger un peu avec elles, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. La période. On essaye de garder le lien avec elles, de les conseiller, de rester en contact avec leur entraîneur de club, même si ne faut pas se cacher la face. Par moment, les clubs, eux, sont sur la préparation tactique de leur équipe. Nous, on aimerait bien qu'il y ait peut-être un petit peu plus de renforcement en technique individuelle dans les entraînements de club. Mais les entraîneurs de club qui sont aussi à défendre leur beefsteak, il faut les comprendre, eh bien, ils ont surtout besoin de préparer tactiquement leur équipe. Et il peut y avoir par moment des petits manques sur le plan du travail technique, parce que je pense qu'à 22, 23 ans, on n'est pas une joueuse terminée en termes de capacité de progrès. Et il faut continuer à travailler individuellement jusqu'à la fin, parce qu'on peut continuer à progresser techniquement et tactiquement. Et des fois, d'ailleurs, on compense une petite baisse physique par une amélioration encore sur le plan technique et sur le plan tactique. D'accord. Et du coup, vous échangez également avec les entraîneurs des différents clubs, j'imagine. On échange. Alors évidemment, hein, on échange plus avec les entraîneurs qui ont 4 ou 5 internationales que ceux qui en ont une, ou alors ceux qui en ont même 0. Malheureusement, on échange beaucoup moins.
mais on a des échanges avec les clubs, bien sûr, alors dans le domaine médical aussi, où là, peut-être que dans le suivi médical, c'est là que la relation entre le club et l'équipe nationale est peut-être la plus importante, parce que l'intégrité physique des joueuses, c'est l'élément essentiel de la réussite et pour le club et pour l'équipe de France. Et Évidemment. donc, il y a tout un travail de relation entre les médecins, entre les kinés, entre les entraîneurs, Et tout se entre les passe bien. préparateurs physiques. En Et général, tout se entre... passe bien, parce que des fois, on entend dans d'autres sports que des fois, c'est compliqué entre le sélectionneur et puis les entraîneurs qui veulent tous préserver leurs intérêts communs, ce qui peut s'entendre aussi pour les clubs. Et vous, vous avez de bons échanges quand même par rapport à tout ça? On a de bons échanges. Je dirais que, très honnêtement, on a de meilleurs échanges avec les entraîneurs qu'avec les présidents par moment, parce D'accord. qu'on fait le même métier, parce qu'on on est les experts de l'activité et qu'on tombe assez souvent d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, en tout cas, on est capable de comprendre la position de l'autre et de faire preuve d'empathie. Bien Mais sûr. on sait que la relation avec les clubs n'est pas toujours facile. Il ne faut pas être hypocrite dans le discours. Nous, on a d'assez bonnes relations. Ça se tend sur le calendrier, hein, parce que le point le plus tendu, c'est justement la mise en place du calendrier dans le respect des enjeux et des objectifs à la fois du club et de l'équipe nationale. D'accord. Très bien. Merci. On parlait tout à l'heure du huis clos. Comment vous vivez ça? C'est embêtant pour vous, l'équipe, de ne plus avoir de public qui encourage, qui siffle, parce que des fois, on trouve de l'énergie aussi dans la combativité d'un adversaire où les supporters sont pour l'autre équipe. Comment vous vivez ça? Bah, écoutez, on le vit, à mon avis, à peu près tous de cette manière. On est privé d'un élément essentiel du jeu, mais on n'est pas privé du jeu. On D'accord. préfère avoir une activité et faire des matchs sans public que de ne rien faire du tout parce qu'il n'y a pas de public. Complètement, évidemment. Donc, notre position, c'est de sauver et de continuer à sauver la compétition, étant donné que même s'il n'y a pas de public, au coup de sifflet du début du match, eh bien, les équipes s'opposent, s'engagent. Il y a peut-être un peu moins d'émotion, mais il y a toujours le jeu, il y a toujours la technique, il y a toujours la tactique. Et je crois que c'est un sport professionnel et c'est bien que ça continue. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour les sports qui touchent des mannes extraordinaires sur le plan des droits télé, alors que nous, eh bien, le public, c'est une part essentielle de notre activité aussi sur le plan économique. Bien sûr. Et donc, faire perdurer l'activité sans public, évidemment, À être dur. ça commence à tirer, mais comme dans d'autres métiers, comme les restaurateurs, Mmh. comme Événementiel, je vous rassure. pardon. L'événementiel également, je vous rassure. L'événementiel, il est bien évident que c'est une catastrophe absolue. Oui. C'est clair. Merci. On peut avoir deux de vos meilleurs souvenirs, mon cher Olivier. Est-ce que c'est les premières médailles? Est-ce que c'est le début d'entrée de l'équipe de France? Je ne sais pas. Je dirais que On forcément, avait deux parmi tous. c'est des médailles et des titres. Bon, alors, le titre de 2003, oui, moment extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on devient champion du monde, parce qu'on remonte 7 buts en 7 minutes à la fin, qu'on finit en prolongation, qu'on casse la baraque au niveau télégénique et qu'on offre peut-être au public français le plus grand match de sport collectif qu'il ait jamais eu sur une finale. Mmh. Donc, ça, c'est un souvenir extraordinaire avec Rappelez-nous énormément contre de. quelle équipe? J'ai un petit trou de mémoire. C'était On contre quelle équipe? rencontre la Hongrie Oui, oui. à Zagreb dans une salle où il n'y a que des Hongrois. Oui, donc voilà. D'où le public, on en parlait avant. Donc là, c'est. Et la deuxième et peut-être la plus belle émotion, c'est d'avoir été capable de gagner le championnat d'Europe à Bercy. Hein, c'est vrai que pendant des années, Bercy, c'était le jardin de l'équipe masculine, mais que l'équipe féminine n'y avait quasiment pas accès. Mmh. Et d'y avoir accès, de remplir Bercy, et là aussi de fournir un très grand match avec un côté émotionnel très très fort et une maîtrise aussi au niveau du jeu, ça a été pour nous une vraie consécration. Merci de ce partage. Quelles sont les prochaines échéances de l'équipe de France féminine de handball? Les prochaines préparations? Eh bien, JO? les deux prochaines échéances sont des stages, puisque c'est des compétitions pour les autres, mais étant donné que l'équipe de France a
a eu de très grands résultats. Le premier stage, c'est une période pour les tournois de qualification olympique. Nous sommes déjà qualifiés pour les Jeux olympiques, donc nous pourrons travailler et certainement faire des matchs contre le Danemark à ce moment-là. Et sur la deuxième période d'avril, c'est une période de qualification pour le championnat du monde. Là aussi, au travers de notre place de vice-champion d'Europe, on est qualifié et on devrait certainement jouer contre la Norvège en Norvège. Et ensuite, eh bien, le mois de juin sera consacré à la préparation des Jeux olympiques et les Jeux olympiques fin juillet, début août. La revanche de la finale, même si là, il n'y aura pas d'enjeu en dehors de la préparation, on va dire. Écoutez, pour qu'il y ait revanche de la finale, il faudrait déjà que la France et la Norvège soient en finale. Donc, on n'en est pas encore là. Ça sera de la préparation. Ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup se préparer et on a bien l'intention de mieux jouer cet été que ce qu'on a joué sur certains moments dans ce championnat d'Europe. Vous suivez le mondial qui a démarré en Égypte depuis le 13 janvier, un petit peu les garçons, vous regardez aussi? Oui, alors j'étais en réunion débriefing avec mes adjoints, donc je n'ai pas vu les premiers matchs, mais j'ai vu bien sûr l'équipe de France hier sur sa victoire. Et je suis très heureux pour eux qu'ils aient gagné parce que les critiques commençaient à monter. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est dès l'instant qu'une équipe est un peu en construction, que certains cadres sont un peu moins performants et que les jeunes ont un peu de mal à s'intégrer ou en tout cas à prendre la place qu'on espère qu'ils vont pouvoir reprendre dans les années à venir. C'est compliqué pour les entraîneurs aussi. Les critiques pleuvent facilement, on va dire. Ah oui, et malheureusement, le public du handball est un public qui a été habitué à l'excellence et qui a du mal à comprendre que par moment, ça va un petit peu moins bien, que par moment, les adversaires, ils en ont vraiment marre de voir la France toujours dans le dernier carré et qu'on est clairement une cible à abattre en filles et en garçons et qu'une équipe aussi doit accepter l'échec. Nous, on l'accepte, hein, on sait qu'il y a des adversaires qui sont extrêmement compétents, mais autour de nous, c'est vrai qu'il y a une pression qui est importante. Bien sûr, mais on va suivre ça comme on va suivre bien sûr l'équipe de France féminine dans ces prochains mois de préparation. Un petit mot avant de conclure, monsieur Olivier Crumbles, un petit mot aux supporters de l'équipe de France féminine, à vos amis, à nos amis de Metz, de Nancy, de la Lorraine qui suivent également cette émission. Écoutez, d'abord, c'est vrai que le handball a une vraie place en Lorraine, il y a une tradition. Donc, ce que je souhaite, bien sûr, c'est que les salles rouvrent et qu'on puisse prendre du plaisir à aller voir les matchs. Et puis, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut, à moyenne échéance, une équipe dans le Grand Est en première division, en masculin. Alors, est-ce que ça sera le projet de Nancy? Est-ce que ça sera le projet de Célestat qui pourrait… On parle beaucoup depuis des années de Célestat qui se rapprocherait de Strasbourg. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que dans le Grand Est, dans les 4-5 ans à venir, il y ait une équipe en première division parce que je rencontre beaucoup d'anciens handballeurs qui aiment bien venir voir les filles de Metz, mais qui aimeraient bien aussi de temps en temps aller voir un grand match de handball masculin. Alors, espérons que vous allez nous porter chance aussi. Je vais prêcher un peu pour ma paroisse avec le Grand Nancy Métropole Handball. On est pas mal pour l'instant, mais ce n'est pas vous que je vais dire que le résultat, ça sera sur le terrain. On va attaquer la deuxième partie avec 13 matchs, notamment 9 matchs à domicile sur la deuxième partie. Voilà, croisons les doigts. En tout cas, le projet est bien ancré et pour l'instant, le club est plutôt dans le haut du classement, donc on verra tout ça. Et j'espère vous accueillir à Nancy à ce moment-là avec Claude Rousseau, que je voudrais saluer également de la Ligue Grand Est de handball, qui est notre partenaire. Avec plaisir. Et grâce à qui on a pu préparer cet échange avec vous. Monsieur Olivier Crumbles, j'étais ravi, enchanté d'échanger avec vous. Merci de votre temps et merci d'avoir été là. À bientôt. Je vous dis à très bientôt et bonne continuation. Merci à tous. Merci. Prochains invités sur 7 Sport et 7com TV. On vous donne la suite, évidemment. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.